je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. Dans cette chronique, depuis presque 5 mois, je vous ai parlé de bandes dessinées, d'illustrations, de dessins de presse, de films et séries d'animation, d'essais et de films documentaires, de festivals, de liberté d'expression et de censure, de sexisme et de parité. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul et vous parler de culture et d'argent, de quelques relations complexes et paradoxales entre la culture et l'économie. Un petit incident dans la petite ville où je vis a soudain réveillé en moi une série de réflexions que je mène depuis quelques années et que je vous livre aujourd'hui sur la place de la culture dans notre société et sa relation à ce qui a pris une place centrale dans les préoccupations de cette même société, l'économie. D'abord, qu'est-ce que la culture? Selon l'UNESCO, je cite, « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » Fin de citation. Par abus de langage, on utilise souvent le mot « culture » pour désigner presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels, les biens culturels, dans les sociétés modernes et en particulier dans le domaine des arts et des lettres. C'est du reste la définition du ministère de la Culture. Tentons de ne pas trop verser dans ce travers. En particulier, ne pas écarter du champ de la culture les industries culturelles. J'ai remarqué que dans le champ de l'action publique, pour parler de la culture, on réunit souvent le ministère, les DRAC, les équipements culturels. Quelquefois, les artistes, mais jamais les producteurs, éditeurs, diffuseurs. C'est curieux. Un autre travers, très en vogue chez les politiques, est de verser dans un discours pernicieux de rentabilité, de retour sur investissement. La novlangue politique a inventé l'économie créative, et la culture est de plus en plus appréhendée par les politiques sous cet angle. On nous parle alors de la culture en termes de levier de développement social, demandant parfois aux professionnels de la culture d'agir presque en travailleurs sociaux. On nous parle de la culture en termes d'outils d'éducation artistique et culturelle, en plaçant la médiation en direction de la jeunesse comme priorité absolue, demandant parfois aux professionnels de la culture de se substituer à l'enseignement. On nous parle enfin de la culture en termes de levier de développement économique, avec la grande théorie des retombées directes et indirectes, du genre 1 euro investi, 6, 8, 10 euros de retombées. Je vous invite à visionner sur YouTube un brillant petit film d'animation intitulé La parabole des Tuileries, qui en est la parfaite illustration. C'est le 15 août, aux Tuileries, à Paris. Il est 12h30. Calé sur un siège en plein soleil parmi les cris aigus d'enfants qui se pourchassent, vous avez terriblement soif. Vous marchez jusqu'à l'échoppe de la place de la Concorde et vous achetez des limonades, une par une. La première vous emplit d'une volupté profonde, à la seconde, le plaisir est un tout petit peu moins intense, à la troisième, vous êtes saturé de fraîcheur et de sucre et vous décidez de ne plus boire du tout. Sans y paraître, vous venez de démontrer une loi fondamentale de l'économie qu'on appelle le principe de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez un bien, plus le plaisir que vous tirez de cette consommation diminue. Cela s'applique à toutes les catégories de biens, ou presque. Car à quelques mètres de là, un quatuor à cordes joue un morceau de Schubert. Vous ne connaissez presque rien à la musique classique, mais vous connaissez ce morceau, car un professeur de musique vous l'a fait écouter en classe de 4e. Vous vous approchez et vous reconnaissez les trilles touchantes qui vous avaient marqué à l'époque. Contrairement à la limonade, cette seconde expérience de Schubert vous apporte plus de satisfaction que la première. Satisfaction qui grandira encore lorsque vous l'écouterez pour la 3e fois. Schubert vous fera peut-être apprécier Beethoven, qui lui-même vous mènera vers Brahms. Vous déposez 10 € dans l'étui du violoncelle et vous prenez le CD du quatuor. La musique et les autres biens culturels sont l'exception à la règle de l'utilité marginale décroissante. Plus vous consommez de musique, plus vous lisez de livres, plus vous fréquentez les musées, plus la satisfaction que vous retirez de ces consommations augmente.
Mais il faut que cet enchaînement soit amorcé. Dans votre cas, c'est l'État qui a joué ce rôle d'amorçage en vous offrant, par le biais du professeur de musique, une première dose de Schubert. Et c'est à cette première dose gratuite que l'économie française doit à présent les 10 € que vous venez d'y injecter. Vous remarquez alors 2 jeunes touristes américaines visiblement perdues. Elles vous demandent de leur indiquer le Sacré-Cœur. Vous leur répondez dans un anglais bancal que c'est là-bas, de l'autre côté de la ville. Elles sourient et complimentent votre accent crémeux avec des superlatifs en ing. Vous êtes visiblement français, et cela vous procure d'emblée un capital de sympathie gigantesque. Or, qui vous a offert ce prestige sinon le travail multiséculaire de la culture française ? La grande cuisine, les films de la nouvelle vague, la littérature libertine. Les auteurs de ces créations ont produit des objets qui ont contribué au rayonnement de la France, rayonnement dont vous recueillez aujourd'hui les effets, debout sur la place de la Concorde, sans avoir pour eux déboursé le moindre centime. Vous ne le savez toujours pas, mais vous êtes en train de profiter de ce qu'en économie, on appelle une externalité positive. Le marché libre étant incapable de la prendre en compte, c'est l'État, par l'intermédiaire de la subvention, qui doit décider de son importance. Tous les 3, vous prenez alors un taxi qui traverse la ville. Arrivés au Sacré-Cœur fraîchement rénové, vous payez le chauffeur avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le monument. Et vous passez votre soirée à boire des cocktails compliqués. Les limonades des Tuileries, le disque de Schubert, le taxi, les cocktails. Auriez-vous fait tous ces achats si à 2 pas de vous ne se trouvait pas un espace public qui valait qu'on s'y attarde ? En payant les jardiniers qui entretiennent les allées des Tuileries, en aménageant les trottoirs de la Concorde, en rénovant la toiture du Sacré-Cœur, l'État vous y a fait venir et a déclenché des dépenses que sans lui vous n'auriez sans doute pas faites. Votre argent a enrichi des commerçants qui l'utiliseront à leur tour pour faire des achats. C'est ce qu'on appelle enfin l'effet multiplicateur de l'investissement culturel. En une demi-journée, vous avez illustré successivement 3 grands principes économiques qui justifient chaque année l'investissement public dans la culture. Dans ce registre, une très intéressante étude vient d'être publiée dans la revue américaine Economic Development Quarterly. Étudiant l'évolution de 350 villes états-uniennes entre 2000 et 2010, cette étude établit un rapport chiffré entre la présence de compagnies de musique ou de danse et la capacité d'attirer la classe créative. La classe créative, ça désigne tous ceux qui travaillent sur la connaissance, enseignants ou journalistes, ou la création, artistes et entrepreneurs, ceux qui vivent de leur talent et de la technologie. Or, les villes qui ont une compagnie de musique, opéra ou danse, dotée d'un budget de plus de 2 millions de dollars par an, ont augmenté de 1,1% le nombre d'emplois de ce type. La croissance est de 1,5% pour celles qui ont 2 compagnies de ce genre, et de 2,2% pour celles qui en ont 3. Cela vaut bien sûr pour les très grandes villes, New York ou Los Angeles, comme pour les villes de taille moyenne. Ainsi, San Antonio, au Texas, qui dispose d'un orchestre symphonique, a-t-elle vu se créer 245 000 emplois de travailleurs de la connaissance en 10 ans, 2700 d'entre eux étant attribuables à la présence de l'orchestre. L'impact économique d'ensemble est évalué à plus de 300 millions de dollars par an. L'étude fournit des preuves claires qu'art et culture contribuent vraiment à la capacité de toutes les villes, petites ou grandes, d'attirer les talents et développer leurs économies. Car après les artistes, ce sont les start-up qui s'installent et l'économie de la ville qui croît. Mais attention, l'art ne nous intéresse-t-il que dans la mesure où il développe l'économie et crée des emplois ? Si la puissance publique demande à l'art et à la culture des résultats en termes économiques ou démographiques, les arts disparaîtront sur le chemin à parcourir pour lui apporter ce qu'elle attend. Il ne faut pas instrumentaliser ainsi l'art et la culture. Ils sont tout simplement essentiels à l'identité des communautés humaines, villes, régions, nations. Bien entendu, je ne nie pas que les discours politiques sur la valeur économique de la culture puissent s'entendre. Ils peuvent être au cœur des préoccupations des élus, dans leur gestion optimisée des moyens culturels à leur disposition, de même qu'avec les équipements sportifs, l'urbanisme, etc. Mais les acteurs culturels, eux, ne doivent pas l'endosser. Chacun son métier. La précédente ministre de la Culture, présentant son budget 2013, écrivait, je cite, « On parle souvent de culture en termes de rayonnement à l'international. Mais ce mot insiste sur l'idée de prestige, comme si c'était du superflu. Je préfère parler en termes d'attractivité, de force économique. » Fin de citation. On voit que cette vision de la culture est désormais assumée par le ministère censé l'en protéger.
C'est ce qui conduit à l'international à confier le rayonnement culturel de la France à Atout France, c'est-à-dire l'organisme chargé de développer l'attractivité touristique de l'Hexagone. C'est aussi ce qui a conduit le président de l'agglomération où je vis, auquel les acteurs culturels demandaient de tenir les états généraux de la culture, à se défausser sur une initiative du Conseil de développement, qui a auditionné ces mêmes acteurs culturels. Mais ce n'est pas devant cette instance, chargée de conseiller les élus communautaires sur le développement économique, que ceux que certains élus appellent les cultureux voulaient parler de leur situation, d'une vision d'avenir pour la culture sur le territoire. La culture, c'est la cerise sur le gâteau. Quand le gâteau s'affaisse et se dessèche, la cerise est confite et encore meilleure. Ne cédons donc pas à la pression de la crise, au chantage économique, à la séduction du contribuable, au discours que j'ai entendu de la part d'élus. Je cite, « Ce que nous donnons à la culture, nous ne pouvons le donner à ceux qui n'ont pas de travail, ont du mal à se soigner ou à élever leurs enfants. » Fin de citation. Que les puissants vivent avec ce cas de conscience s'ils estiment que c'en est un, mais qu'ils ne le fassent pas peser sur les épaules des artistes et des gens de culture. C'est inhumain. Réaffirmons la culture comme telle, comme le ciment de notre société, de notre civilisation même, et expliquons à nos élus pourquoi elle est si importante, si vitale, surtout quand tout s'écroule autour. On se souvient qu'après un premier New Deal qui n'a pas répondu à toutes les espérances de l'administration américaine, le président Roosevelt a lancé le second New Deal. La grande différence, c'est qu'il a cette fois monté en 1935 la Works Projects Administration, qui est parvenue à mettre en route de nombreux projets dans le domaine des arts et de la littérature, en particulier avec les 5 programmes du fameux Federal One, en faveur des artistes. Le second New Deal a porté tous les fruits espérés. Ce n'était pas l'effet direct du Federal One, mais ce succès n'aurait pas été possible sans lui. Il ne me semble pas, dans les missions premières du monde de la culture, de penser son action comme levier de développement social ou économique. Ils sont intrinsèquement des tenants de la cohésion sociale. C'est la culture qui fait notre identité de groupe. Les acteurs culturels réunissent, préservent, valorisent, diffusent la culture. Ils le font avec la volonté de s'adresser à tous, en surmontant les barrières sociales, économiques, culturelles, géographiques, physiques, je pense notamment au handicap. Mais il me semble que c'est à la collectivité de se servir de leur action pour en faire un levier de développement. Or, elle en parle beaucoup, mais ne le fait pas, bien au contraire. Deuxième tendance de ceux qui nous gouvernent. Non seulement ils veulent évaluer leur financement de la culture aux retombées ou retour sur investissement en termes d'emploi et de développement économique de la cité, mais maintenant que leurs moyens sont de plus en plus contraints par la crise et les déficits publics, ils demandent aux structures culturelles de pallier leurs défaillances en trouvant de nouvelles sources de financement. On a construit de beaux équipements, on a été très content de couper du ruban tricolore, mais maintenant on ne peut plus financer le fonctionnement. Alors, allez trouver le privé. Comme si la crise ne frappait pas aussi les entreprises. Alors, les institutions culturelles, qui voient leurs subventions reculer et leurs charges s'envoler, se débrouillent comme elles peuvent. Elles font des économies, bien sûr, mais cela devient difficile parce que elles, contrairement aux collectivités qui le leur demandent, cela fait longtemps qu'elles photocopient recto verso et qu'elles utilisent des ampoules basse consommation. Alors elles cherchent d'autres recettes. Le mécénat, ou ce qu'il en reste, les coproductions, les produits dérivés. Et puis, l'événementiel. On privatise les lieux pour une soirée privée. On organise des avant-premières prestige VIP. On loue les espaces pour des séminaires ou des congrès. Ce faisant, tout en allégeant la note pour les collectivités et donc les contribuables, ces institutions culturelles mettent en valeur les lieux et les œuvres, font connaître l'équipement et sa programmation à un nouveau public. Et enfin, elles contribuent à constituer sur leur territoire une offre de ce qu'on appelle tourisme d'affaires, en attirant des rassemblements professionnels, des congrès qui vont faire découvrir la ville, l'agglomération, le département, à des visiteurs qui vont également se loger à l'hôtel, manger au restaurant, acheter des souvenirs ou des spécialités locales. Voilà donc une activité doublement vertueuse. J'en viens donc à ce petit incident que j'évoquais en introduction et qui a motivé cette chronique. Dans la petite ville où je vis, le théâtre, qui est une scène nationale d'excellente qualité, doit résoudre cette même équation. Elle reçoit donc prochainement l'assemblée générale d'une banque qui a préféré le beau théâtre à colonnade du XIXe siècle en centre-ville au parc des expositions et des congrès implantés sur un parking à l'extérieur de la ville. On peut le comprendre. Mais voilà que le président du palais des congrès en question,
équipement géré en régie directe par la communauté d'agglomération, président qui est donc un élu communautaire, s'en prend par voie de presse au directeur du théâtre, lui reprochant de s'aventurer sur le terrain des soirées privées et l'accusant de dérégler le système. La puissance publique qui demande aux équipements structurants, c'est ainsi qu'on appelle un théâtre dans la langue des élus, de diversifier leurs ressources et qui réclame des acteurs culturels qu'ils contribuent au développement économique du territoire. Cette même puissance publique voudrait les priver de ces recettes parce qu'elle peine tout simplement elle-même à rentabiliser un équipement purement commercial qu'elle administre sans savoir le gérer. Et lorsque le directeur du théâtre s'étonne de cette ingérence dans sa difficile gestion, et lance sur le ton de la plaisanterie « Il veut pas aussi faire la programmation des spectacles avec moi ?» il s'entend répondre par l'élu « Et pourquoi pas ?» L'homme de théâtre parle alors de méthode stalinienne et d'élus qui veulent vassaliser les acteurs culturels, en faire une armée de larbins et de laquais. Hélas, ce cas n'est pas isolé, et dans bien des villes, on assiste au désolant spectacle d'un comportement autocratique et d'ingérence abusive répétée dans le travail des structures culturelles, avec comme unique objectif de rappeler qui est le patron. C'est oublier qu'en étant élus, ils ont aussi un patron, celui qu'ils nomment contribuable, pour le caresser dans le sens du poil, et dont ils oublient qu'il fut et sera un électeur. Et si le contribuable peste souvent contre la culture qui coûte cher à la collectivité, l'électeur, lui, pardonne rarement qu'on s'en prenne à son théâtre ou son école de musique, à sa troupe ou son orchestre, à son festival ou son musée, qui sont souvent des motifs de fierté, des traits d'union et des centres du vivre ensemble. Vous aurez donc compris que les relations entre culture et économie au niveau local sont complexes, et que les gouvernants appréhendent souvent ces relations de façon biaisée, avec un temps de retard ou de façon contradictoire et paradoxale. Il est assez désespérant de constater que l'économie de la culture est si mal comprise quand on sait que le deuxième enjeu majeur de ce siècle pour l'économie, avec l'économie verte, c'est l'économie mauve. Qu'est-ce que l'économie mauve ? Ce sont toutes les activités qui concourent à améliorer l'environnement culturel. Le culturel, comme l'écologie, est un environnement. C'est un sujet transversal à toutes les activités. Il ne s'agit donc plus là d'économie de la culture, mais de culturalisation de l'économie. Faire en sorte que l'économie, à l'heure de la mondialisation, sache s'adapter à la diversité humaine, et donc à la diversité des cultures. On ne pourra sauver l'économie qu'en l'humanisant davantage, et réciproquement, on ne pourra préserver les cultures de l'humanité qu'en surveillant l'empreinte culturelle des activités économiques, tout comme on se soucie aujourd'hui de leur empreinte écologique. J'ai bien peur que cette prise de conscience tarde encore beaucoup à se faire dans l'esprit des gouvernants de la planète. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Tu nous connais les pieds nickelés.